Bonjour à tous, donc, je suis Delphine Vanout, la secrétaire générale de l'usinerie, qui est donc l'organisateur de cet événement, dont c'est la 4e édition. Et donc cet après-midi, nous vous proposons 4 ateliers un petit peu plus techniques que les conférences qu'on a pu vous proposer jusqu'à maintenant, qui étaient sur des thèmes plus généralistes autour donc, de la numérisation des entreprises. Et donc là, nous allons tout de suite commencer par un atelier sur la cybersécurité et la protection des données. Donc c'est un sujet qui a été déjà évoqué dans la conférence précédente, mais de façon un petit peu plus light, entre guillemets. Et on a donc pu voir que les enjeux qui étaient liés à cette cybersécurité sont vraiment devenus prégnants et que la digitalisation croissante des entreprises font que renforcer les craintes liées justement à ces risques de cyberattaque, de piratage des données et puis également donc de rançonning ou d'actes de malveillance. Donc l'objectif de cet atelier est bien sûr de ne pas vous faire peur, mais plutôt en fait de vous faire prendre conscience du danger, de la réalité du danger et de vous apporter des clés pour vous armer face à ce fléau bien réel. Et donc pour cela, j'ai donc 2 intervenants avec moi. Donc Thierry Cassette de la société C2IP, donc qui vous apportera son éclairage d'expert, et un témoignage donc de Sylvain Casalet, qui est donc responsable qualité et sécurité environnement de la société Vite. Donc Thierry, déjà, je vais laisser vous présenter et présenter C2IP en quelques mots. Je vais présenter C2IP, ça a beaucoup plus d'intérêt que de me présenter moi. C2IP, c'est une société dont le métier est la mise à disposition d'un service informatique complet pour les entreprises qui n'ont pas de service informatique interne ou qui ont des besoins spécifiques. Donc on intervient chez nos clients comme si on était le service informatique interne, donc avec la mise à disposition de tout un tas de têtes différentes, DSI, responsable informatique, technicien niveau 1, technicien niveau 2, un système de hotline, de ticketing, de gestion de parc, tout ça. En fait, on fait tout ce que ferait un service informatique interne pour des entreprises qui ont des besoins, c'est sûr, on en parle avec les risques cyber, mais qui n'ont pas forcément besoin d'avoir tout ce panel de compétences en interne. Voilà pour ça. Merci. Du coup, je vais laisser Sylvain se présenter et présenter la société Vite. Bonjour. Donc, société VIT, on est client donc, de C2IP. Et nous, on est spécialisé donc, dans le vitrage, donc fabrication de vitrage isolant principalement. Et puis tout vitrage pour le bâtiment, vitrage plat pour la façade, la miroiterie, l'aménagement, etc. Et j'avais préparé, je ne sais pas si vous avez des slides, du coup non, j'avais préparé quelques chiffres, mais vous n'avez peut-être pas, non. Je ne les ai plus en tête, mais grosso modo, donc on réalise 23 millions de chiffres d'affaires à peu près par an. On a 16 000 m² d'atelier, on est 100, on va dire 120 au total dans le groupe à peu près. Et on a au global un parc pour 120 personnes qui est relativement important. On ne pensait pas en avoir tant. Et en fait, on a à peu près 150 PC, tout confondu entre les bureaux, les ateliers, la production, les serveurs, etc. Donc ça fait un paquet de matériel et de PC à maintenir en état en permanence et qui conditionne le bon fonctionnement de la production, de la livraison et de la santé de l'entreprise. Donc voilà, c'est un point important chez nous. Ouais. Donc avant que vous puissiez témoigner justement sur votre expérience liée à la cybersécurité, on va demander à Thierry déjà, qu'est-ce que la cybersécurité ? Alors en fait, les entreprises sont maintenant complètement dépendantes de systèmes informatiques et de réseaux. En 2020, on a 4 fois plus d'attaques qu'en 2019. Il faut dissocier 2 types de cybermalveillance ou d'attaques qui sont, de mon point de vue, les attaques opportunistes et les attaques ciblées. Le métier de C2IP, c'est de s'assurer que nos clients ne soient pas des victimes faciles des attaques opportunistes. Une attaque ciblée, je ne vais pas trop en parler, mais une attaque ciblée, c'est quelqu'un qui en veut spécifiquement à votre entreprise et à son réseau. Là, vous pouvez faire ce que vous voulez. S'il a du temps et des moyens, il y arrivera. Par contre, au niveau des attaques opportunistes, on va se baser sur des failles de sécurité plus ou moins connues, plus ou moins récentes. Et là, le métier de C2IP, c'est vraiment de mettre en état, de proposer à nos clients d'avoir un parc informatique, réseau, etc., dans un état de mise à niveau, de mise à jour, de surveillance qui soit suffisamment fort pour ne pas
être une victime facile pour les attaques opportunistes. Une attaque opportuniste, c'est typiquement des robots qui vont scanner des liens Internet, qui vont scanner le réseau Internet et qui vont dire, bah tiens, là ça répond à ce type de faille, est-ce qu'on peut aller plus loin, est-ce qu'on peut aller plus loin, est-ce qu'on peut aller plus loin, jusqu'à aller à un ransomware qui va potentiellement, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais détruire des systèmes de restauration et des choses comme ça. Donc en gros, ce qui est, de mon point de vue, relativement facile à mettre en place, c'est de ne pas être une victime facile pour les attaques opportunistes. Pour ça, il y a l'ANSSI, dont on a une représentante ici, qui édite des guides, notamment un guide d'hygiène informatique, en 42 points, et qui préconise des solutions pour ne pas être une victime facile. C'est-à-dire, la première des solutions, la première des recommandations, c'est de bien connaître son parc informatique. La deuxième, c'est de sécuriser les postes, sécuriser les réseaux, avoir des sauvegardes fiables et externalisées, qui ne soient pas accessibles depuis le réseau, cloisonner, gérer les mots de passe. Enfin, vous les lirez, il y a 42 recommandations comme ça. L'ANSSI fait un très beau travail là-dessus et qui simplifie la vie de ces deux IP facilement, parce qu'on s'appuie dessus, mais aussi de toutes les entreprises qui ont un service informatique interne. Et je vous conseille à tous d'aller consulter leur site régulièrement. C'est gratuit, Véronique. Donc voilà, en fait, l'idée de fond, ce qu'il faut retenir, c'est que par des bonnes pratiques, on peut s'affranchir assez massivement des attaques opportunistes. Donc de ne pas être une victime facile de ransomware, entre autres. Je dis pas qu'on... la difficulté, c'est qu'on n'a jamais atteint un stade où on est tranquille. Parce que ça évolue en permanence. Donc on ne peut pas dire j'ai fait un audit de sécurité, on est tranquille, on en refera un dans 3 ans et ça ira bien. Non, en fait, c'est un travail quotidien de veiller à ce que les mises à jour soient faites, à ce que le cloisonnement soit fait, à ce que toutes les bonnes pratiques, la formation des utilisateurs à ne pas faire n'importe quoi, toutes ces choses-là, mettre en place des chartes informatiques, c'est du quotidien. On peut pas dire, il n'y a jamais un moment où on est tranquille, où on dit il ne nous arrivera plus rien maintenant. Donc, voilà. Donc avant d'aller un petit peu plus loin justement dans ces bonnes pratiques et dans ces conseils, quels sont les types de dangers qui pèsent sur les entreprises ? Les types de dangers, alors celui dont on entend le plus parler, c'est les ransomware, évidemment, parce que c'est ce qui fait du bruit. En fait, c'est une prise d'otage des données du système informatique par des pirates, des malveillants, et qui, contre une rançon, propose de vous restituer toutes les données. Donc c'est une prise d'otage, quoi. C'est de l'otage virtuel, mais c'est une prise d'otage. Ça, c'est le risque majeur. Alors, par où arrivent ces cyberattaques? Alors, principalement, c'est sur alors, de mon expérience, j'ai pas tout à fait les mêmes ressentis que ce qu'on peut lire ici ou là. De mon expérience, c'est plutôt comment dire, je ne veux pas être trop technique, mais des portes qui sont mal fermées, en gros. C'est-à-dire qu'il y a des portes qui sont ouvertes par lesquelles des robots vont pouvoir se glisser. En gros, on n'est pas assez vigilant sur l'exposition qu'on fait de nos données au monde extérieur. Que ce soit par du firewall, enfin du pare-feu, du routage, de la messagerie, des sites web ou des systèmes de messagerie qui peuvent être internes. Ça, c'est le premier point d'infection. Et le deuxième point, ça peut être l'utilisateur qui n'est pas assez éveillé au type de risque. Mais pour moi, ça, c'est une part qui est secondaire. Parce qu'en fait, si le système informatique est bien géré, bien cloisonné, bien sécurisé et à jour, on doit pouvoir permettre à un utilisateur de faire des âneries sans que ça ait des conséquences catastrophiques sur l'ensemble de l'entreprise. Donc là, ça passe par du cloisonnement et de l'éducation. Mais le boulot du service informatique, c'est vraiment de s'assurer qu'on n'est pas une proie facile. Et une proie facile, c'est faire des mises à jour, cloisonner, fermer toutes les portes, ne laisser ouvert que ce qu'on maîtrise et ce qui est indispensable. Voilà, ça c'est les bases. Et pour moi, les biais d'attaque, c'est vraiment principalement des défaillances dans les mises à jour ou de la surveillance ou de la méconnaissance de l'environnement informatique et réseau des entreprises. Tout à fait, vous avez répondu. Et donc du coup, pourquoi actuellement, à votre avis, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler ?
Quelle pourrait être la Alors, raison ? sur 2019-2020, en fait, depuis le Covid, il y a une explosion du télétravail. Donc, pour télétravailler, ça veut dire qu'on donne un accès au réseau de l'entreprise à quelqu'un qui va travailler depuis chez lui, potentiellement, ou depuis n'importe où. Ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'avant, quand on n'a pas de télétravail et pas de salariés externes, on cloisonne, on ferme toutes les portes, et ceux qui travaillent sont dans l'entreprise. C'est assez facile. À partir du moment où on commence à ouvrir des portes, eh ben, faut vérifier que celui qui rentre par la porte, c'est celui qu'on veut, et pas d'autre. Donc il y a des systèmes qui sont mis en place, qui sont pas qui ont des niveaux de sécurité plus ou moins différents, type VPN, accès bureau à distance, etc., Citrix. Il y a alors, dans certaines entreprises, on voit parfois, on se dit on a créé un VPN entre le bureau de l'utilisateur chez lui et la société, sauf que s'il l'ouvre depuis le PC sur lequel toute la famille a accès, qui est un PC non maîtrisé, en fait on ouvre un accès à ce poste au réseau interne de l'entreprise. Donc on a un appareil non maîtrisé qui accède au réseau de l'entreprise. Donc c'est pas on a l'impression de sécuriser en mettant un VPN, mais ce n'est pas forcément le cas. Il faut maîtriser les postes de bout en bout. Donc ça c'est un exemple, mais il y a beaucoup de... Pourquoi il y a une recrudescence ? À mon avis, c'est en grande partie dû à l'explosion du télétravail, aux volontés d'accès à distance, parce que les réseaux sont plus performants qu'avant. C'est sûr que quand on a un ADSL avec 300 kg remontant, on ne va pas essayer de travailler depuis chez soi. Par contre, maintenant, il y a une génération de la FTTH, enfin de fibre, depuis la maison, du réseau assez haut débit. Donc on peut quasiment travailler depuis n'importe où, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Ça, pour moi, c'est une des raisons principales de la recrudescence des attaques. D'accord, donc c'est ça. On peut continuer à télétravailler, mais par contre, il faut vraiment anticiper. Oui, il ne faut pas le faire n'importe comment. Il y a des solutions qui sont vraiment sûres. Et surtout, il faut pas avoir. C'est pas parce qu'il y a des grands noms comme du. J'insiste sur le VPN parce que pour moi, on a l'impression que c'est sécurisé, alors qu'en fait, ça l'est pas forcément. Donc, il faut vraiment fondamentalement comprendre quels sont les enjeux quand on accède depuis l'extérieur à un réseau interne. Alors maintenant, Sylvain, justement, pourquoi vous êtes très sensible à la cybersécurité ? Comme je le disais tout à l'heure, on a plus d'une centaine de PC dans l'entreprise. On fabrique par jour 1000 à 1200 double vitrage et 500 à 1000 verres simples, on va dire, qui sont suivis en production sur informatique. Et si notre système informatique s'arrête, la production s'arrête, quoi. Donc on a 8 camions qui restent sur le quai le matin, 60 à 100 clients qui ne sont pas livrés dans la journée. Et on ne sait plus ce qu'on doit fabriquer pour le lendemain, on n'a plus de planning, on n'a plus de charge de prod, on n'a plus de machines qui tournent, on a l'arrêt, quoi. On a 2 heures devant nous peut-être pour finir un peu ce qui reste dans les tuyaux, on va dire, mais après c'est terminé, on ne sait plus quoi faire. Ouais. Et alors justement, est-ce que vous avez déjà subi des attaques ou des incidents Alors on a eu, il y a une dizaine d'années, je pense, à peu près, un ransomware, ouais, qui nous avait crypté tous les fichiers du pack Office, ouais, c'est ça, tous les fichiers doc et Excel. Donc ils avaient une extension .xls, je sais plus quoi. Et dans chaque dossier, on avait un petit fichier texte qui disait rendez-vous à telle adresse pour tant de bitcoin et on débloquera la situation. Donc on n'avait pas payé. Heureusement, on avait des sauvegardes. Non, on avait des sauvegardes récentes, fiables, voilà, qui étaient sorties du réseau et on avait réussi à restaurer à l'état de, je sais plus, c'était arrivé le matin, on avait restauré la veille au soir, quoi. Donc on n'avait pas perdu d'infos de saisie de commande. On n'avait pas, enfin, si c'était arrivé le soir, par exemple, on aurait perdu une journée de travail parce qu'on aurait eu de la sauvegarde de la veille au soir. En gros, mais là, ça arrivait le matin, donc on a pu repartir quasiment comme on avait fermé l'entreprise le soir, quoi. Mais on n'aurait pas eu de sauvegarde fiable, on perdait tout, et soit on payait, soit on partait quasiment à zéro pour tout ce qui était fichier Office. Ouais. D'accord. Et donc du coup, aujourd'hui, vous êtes plus prudent, vous avez mis quel type d'action en place ? On fait confiance à ces 2 IP maintenant. Beaucoup. Voilà. Merci. Après, non, mais on est quand même plutôt bien protégé, je pense, par firewall, antivirus. On a un anti-spam aussi qui marche bien en amont de l'arrivée des mails qui sont triés. Et puis il y a une solution de, je sais pas comment ça s'appelle, sur notre routeur qui permet aussi de filtrer pas mal de choses. Ouais. Encore au-dessus, ouais. Bon, ouais. C'est géré.
Faut pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, on a mis en place les bonnes pratiques qui font que vite. Je veux pas tenter les étudiants qui sont là à les attaquer vite parce que quand on veut cibler quelqu'un, c'est facile. Mais en gros, sur les attaques opportunistes, on est relativement serein. On n'est jamais serein 100%. Par contre, on a mis en place du cloisonnement, des politiques de mot de passe, toutes ces choses-là. Et sur l'attaque qu'ils ont eue, en fait, ça a crypté des partages. Mais c'est pas aller plus loin. Enfin, le cloisonnement était déjà en place et c'était pas une catastrophe, quoi. Enfin, c'est embêtant, mais ça peut se gérer, quoi. Il y a des exemples où tout est crypté, sauvegarde comprise, et là c'est beaucoup plus compliqué, où les chefs d'entreprise se retrouvent sans comptabilité, sans capacité de production, etc. Ce qui est un petit peu embêtant. Oui. Ouais. Alors justement, là, on a abordé du coup ce que vous avez mis en place au niveau technique, mais au niveau maintenant humain, parce que l'homme est quand même une des causes qui peut poser problème. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place auprès des salariés ? On a mis en place une charte informatique, donc on a fait signer à tous les utilisateurs de PC, en leur donnant un peu les bonnes pratiques justement et les choses à éviter, les points sensibles, on va dire. Maintenant, on n'est jamais à l'abri d'un lien dans un mail qui arrive au mauvais moment. La personne clique sur le lien parce qu'elle attend le colis de GLS ou elle attend le colis TNT. Elle reçoit le mail dans les 5 minutes qui suivent, elle clique sur le lien, elle va sur le site et puis c'est fait, quoi. Donc, mais voilà, c'est tous les jours où il faut sensibiliser les gens. Et on a aussi des choses qui reviennent quand même, des mails un peu récurrents qui arrivent sur 2-3 postes le même jour, où là on se dit tiens attention, en ce moment c'est bien ciblé sur, je sais pas, Crédit Agricole ou Banque Populaire, je ne sais quoi. Alors on fait un petit mail circulaire à tout le monde en disant attention, en ce moment il y a beaucoup de mails qui tournent sur tel sujet, tel thème, supprimez-les, surtout cliquez pas, quoi. Voilà. D'accord, donc pour mettre toutes les chances de son côté, c'est le côté technique, l'humain, et c'est surtout effectivement au quotidien. C'est de la sensibilisation au jour le jour. Tout à fait. Et puis tout l'ensemble de l'entreprise, en fait, pas des postes en particulier. Ah oui, c'est partout. Ouais. Maintenant, Thierry, est-ce que vous avez, donc vous en avez abordé très très rapidement tout à l'heure, mais d'autres exemples en fait ou contre-exemples de cas de cyberattaque? Ouais, on a des exemples, on en a pas mal parce que c'est notre métier, on en croise assez souvent, qui sont heureusement bénins dans la plupart des cas. Je ne sais pas si c'est une bonne presse, mais j'ai en mémoire un cas d'une entreprise qui est venue nous consulter, qui avait perdu la totalité de ses données, je précise, qui n'était pas client sous contrat chez nous, mais qui avait perdu la totalité de ses sauvegardes de vie, facturation, etc. Les sauvegardes étaient faites sur le même réseau, sur des NAS, avec un parc un petit peu obsolète, etc. Donc tout ce qu'il fallait pour que le ransomware prospère bien. Donc totalité des données cryptées, plus de sauvegarde évidemment. Donc le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait ? On ferme l'entreprise parce qu'on n'a plus de fichiers clients, on n'a plus de commandes, on n'a plus de comptabilité. Ou le plan B, c'est payer la rançon, ce qui est fortement déconseillé. Je crois qu'il y a à ce sujet, il y a un rapport parlementaire d'octobre qui incite à rendre illégal le règlement des rançons par les assureurs, déjà dans un premier temps. Donc c'est vraiment le truc qu'il ne faut pas faire parce que ça incite les pirates à continuer. Et en fait, dans cette situation-là, le chef d'entreprise dit soit on ferme, soit on tente de régler la rançon. Et donc on a pris le relais là-dessus, c'est la seule fois où ça nous est arrivé, mais c'est une expérience assez intéressante parce qu'en fait on a une possibilité de négocier véritablement avec le pirate. En fait, il y a vraiment une personne derrière, quoi. On peut négocier le montant de la rançon, les délais, d'avoir des essais, d'avoir toutes ces choses-là. Donc je veux surtout pas que mon témoignage soit pris comme le prosélytisme du piratage par ransomware. Le fait est que ça existe et que ça se répand, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui règlent les rançons pour récupérer les données. Si ça ne fonctionnait jamais, vraisemblablement que le truc se serait arrêté de lui-même, quoi. Donc voilà, donc on a eu une expérience qui était assez intéressante, qu'il ne faut pas reproduire, mais il y a des cas où c'est 20 personnes qui ne peuvent plus travailler, ou alors on paye une rançon de 3 000 € et tout repart, quoi. Le dilemme pour le chef d'entreprise, il est toujours là. Alors effectivement, les conseils, c'est surtout ne payez jamais la rançon. Ben, ouais. Et on fait quoi en attendant ? Donc il n'y a pas d'autre solution.
Dans ce cas-là, on a tout récupéré alors, le temps des négociations. Ça a pris quoi facilement 2 semaines, le temps qu'on se mette d'accord sur le montant de la rançon, de la payer en bitcoin, de toutes ces choses-là. Et surtout qu'il y avait des cryptages en plusieurs fois, donc plusieurs clés, etc. Je vous passe les détails, mais en tout cas, la totalité des données a pu être récupérée par cette façon-là. Je réinsiste là-dessus, il y a des pays où c'est carrément illégal de payer une rançon parce que ça incite, ça revient à financer du crime organisé, quoi. Et en France, c'est pas le cas actuellement, mais je vous dis, les assurances vont devoir ne plus. Actuellement, il y a des assurances qui couvrent le risque cyber avec la possibilité de payer la rançon qui est incluse dans ce risque-là. Le rapport parlementaire d'octobre là, demande à ce que cette possibilité-là devienne illégale. Ce qui, à mon point de vue, serait une bonne chose, mais bon, je ne suis pas législateur. Voilà. Je vous parle juste des cas de mon expérience. Voilà. Et donc, du coup, pour se protéger, est-ce qu'il suffit d'appliquer des bonnes pratiques? Alors, attention, l'idée, c'est pas non plus de prêcher pour votre paroisse, ou il vaut mieux faire appel à un prestataire extérieur? Alors, tout dépend des configurations des entreprises. Il y a des gens qui vont avoir des compétences internes pour pouvoir le traiter. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il n'y a pas un moment où on se dit on est à jour, on peut arrêter là, il ne nous arrivera rien. C'est un travail qui est permanent, quotidien. Après, que ce soit interne ou externe, peu importe. Ce qu'il faut connaître, c'est vraiment qu'est-ce qu'on a à protéger. Alors, il y a toute la phase amont dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, avec les bonnes pratiques du guide d'hygiène informatique de l'ANSSI. Et il y a tout ce qui se passe après. Le guide se termine par « et maintenant on est attaqué, on a perdu des données, qu'est-ce qu'on fait ?» C'est quelque chose qu'il faut vraiment réfléchir très fortement en amont, avec un plan de continuité d'activité, un plan de reprise d'activité. C'est vrai pour les ransomware, mais c'est aussi vrai en cas d'incendie, d'inondation, d'explosion, je ne sais pas quoi, de destruction du système informatique. C'est des questions qu'il faut se poser en permanence. Le ransomware est un risque comme un incendie. Qu'est-ce qu'on fait si la salle informatique et la totalité des bureaux ont brûlé, il reste la production en état de marche? Sous combien de temps on est capable de redémarrer? Et quelles sont les façons dégradées? Est-ce qu'on a mis en place un mode dégradé pour pouvoir continuer à produire sans système informatique? Pendant combien de temps? Et sous combien de temps? Avec quelles données on est capable de repartir avec un système informatique complet? Donc ça, c'est des questions qui sont... Alors il y a l'amont dont j'ai parlé, c'est-à-dire ne pas être victime facile d'une attaque opportuniste, mais ce qui ne permet pas de s'affranchir de la question qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on n'a plus de système informatique? Ça, c'est une question qu'on doit avoir au quotidien. Et c'est typiquement, le serveur brûle, je ne parle même pas d'attaque, qu'est-ce qu'on fait? Sous quel délai on repart? Et avec quoi? Et comment on continue la prod? C'est des questions qui se posent dans l'industrie, comme chez Vite, évidemment. Ça se pose dans tous les cas de... On a des clients qui sont des cliniques, des EHPAD, des choses comme ça. S'il n'y a pas de service informatique dans une clinique, on n'a plus de dossier patient, on n'a plus d'accès aux soins. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a... Alors, les solutions, elles sont variables, elles sont adaptées à chacune des configurations. Ça peut être le plan de continuité d'activité, c'est on a un dossier patient qui est sauvegardé dans un coin, on est capable de travailler avec ça, version PDF imprimée ou je ne sais pas quoi. Et sous quel délai on retrouve la totalité de nos systèmes informatiques. Enfin, voilà, donc ça se passe vraiment en 2 volets. L'amont, ne pas être une victime facile, et l'aval, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a perdu tout ou partie du système informatique et comment on continue la production. Encore une fois, je ne parle pas de ces 2 IP, mais globalement, dans toutes les entreprises devraient se poser ces questions-là. Est-ce que je suis une cible facile pour une attaque opportuniste? Et une fois que mon système informatique est détruit, comment je continue ma production? En plan de continuité, c'est-à-dire avec un dérivé, et une reprise, sous quel délai je reprends totalement mon activité. Quelle que soit l'entreprise, posez-vous ces questions, et si vous êtes certain de ne pas être une proie facile sur les attaques opportunistes, c'est que vous avez déjà une bonne maîtrise de votre système informatique et de vos réseaux, et la deuxième partie est beaucoup plus simple à mettre en place. Merci à tous les deux. Donc avant de conclure, est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour nos intervenants?
Oui, bonjour Pierre-Marie Gaillot. Là, vous avez parlé de cybersécurité sur les couches hautes au niveau d'un système d'information. On voit qu'avec la désintermédiation, des couches hautes, ça descend au niveau de l'atelier, ça va jusqu'au capteur. Allez, je fais un petit peu de provoque. Avec le capteur, un capteur sur une machine, je peux remonter à la base de données clients, etc. Donc, jusqu'où vont vos solutions de cybersécurité, sachant que de plus en plus, on a l'intermédiation entre, quelque part, le fichier client et le capteur de la production. Pour l'instant, on est protégé avec une couche au milieu qui s'appelle Excel, mais qui est en train de disparaître. Et donc, on va avoir sans doute d'autres types d'attaques possibles. Alors, merci. C'est des sujets qui existent depuis déjà un petit moment, notamment avec des appareils qui sont dans toutes les entreprises et qui sont des copieurs, par exemple. On a, vous avez parlé un peu de technique, je vais rentrer un petit peu là-dessus aussi. On a dans toutes les entreprises, on a des copieurs qui nous imposent, quand on fait du scan to folder, enfin, un scan vers un dossier, d'avoir un certain type de partage qui n'est pas conforme aux normes de sécurité qu'on devrait avoir sur les serveurs. Par contre, on tolère ce type d'accès à des partages parce qu'on a besoin d'avoir cette fonctionnalité-là. Alors nous, on essaie de l'éliminer en passant par du scan to mail, parce qu'on a un accès externe directement. Mais là, vous abordez, ça touche le sujet de l'informatique des objets, qui sont des je parle de copieurs parce que c'est ce qui est le plus répandu, mais qui sont vraiment des failles très très importantes parce qu'en général, c'est des choses qu'on ne remet jamais à jour. Le firmware d'un copieur qui est là depuis 10 ans, il y a toutes les chances qu'il ait jamais évolué, qu'on soit toujours sur des partages de type SMBv1 et qui posent des problèmes dans un réseau et qui génèrent des failles de sécurité. La solution, c'est le cloisonnement, toujours le cloisonnement. On n'a pas d'autre solution parce que de l'informatique des objets, on va en avoir de plus en plus et il sera toujours possible de prendre la main sur un objet qui n'a pas été mis à jour, à condition d'être déjà dans le réseau, enfin, parce qu'on ne va pas donner un accès externe comme ça sans le maîtriser. Mais effectivement, c'est un risque qui est majeur parce que c'est quelque chose qui est présent dans une entreprise dont on ne va pas maîtriser l'accès et surtout que le service informatique interne ou externe ne va jamais penser à mettre à jour ou à faire évoluer pour des politiques de sécurité. Ce qui est un tort, mais typiquement, je veux que vous ayez ça en tête, mais les copieurs sont des failles de sécurité dans les entreprises à cause du scan to folder qui donne un accès au réseau et au partage. Mais le cas que vous citez, un capteur dans l'industrie, c'est à partir du moment où on peut l'adresser, qu'il a un système d'exploitation, s'il est connecté au réseau sans cloisonnement. Alors ce qui se fait dans l'industrie en général, c'est quand même de cloisonner la partie production de la partie comptabilité, CRM, etc. Mais il y a quand même une partie gestion de production qui va communiquer avec le MES, etc. Donc là-dessus, on n'est pas à 100%. Et c'est des failles dont il faut avoir conscience, vous avez raison. Par contre, les corriger, c'est très très compliqué parce qu'il faut, à partir du moment où on peut accéder à un objet, potentiellement on a accès au réseau qui le contient. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est une difficulté. Dans on imagine, voilà, je suis sur un capteur, je réussis à rentrer, je monte dans les recettes, je change la recette de fabrication d'un lait pour nourrisson, personne ne le voit, le lait est fabriqué, part en production, voilà. Bon, on peut imaginer plein de choses. Voilà, donc là c'est des attaques volontaires pour le coup, et non pas des attaques générées comme vous dites, mais on constate que ce volet-là, quand les entreprises nous parlent cybersécurité, elles vont penser la cyber par le haut, mais ces aspects-là, je peux vous assurer que quasi jamais elles l'ont en tête. Je suis d'accord avec vous, ça ne me surprend pas. Mais là, on parle d'attaque. Alors, j'ai bien distingué attaque opportuniste et attaque ciblée. Je considère qu'à partir du moment où on fait une attaque ciblée sur un réseau ou une entreprise, il y a très très peu de chances qu'elle échoue. Parce qu'on va mettre en place des moyens, on aura du temps, et alors que ce soit par un capteur ou par un humain, on y arrivera. Enfin, je suis à peu près certain, je veux tenter personne là-dessus, mais je suis à peu près certain qu'une attaque ciblée a très peu de chances d'échouer pour peu qu'on ait des moyens, du temps et des compétences pour le faire. Mais accéder à un capteur, s'il n'est pas accessible depuis l'extérieur, ça veut dire que c'est une attaque volontaire, interne, etc. C'est quelque chose qui a été étudié. On n'est pas dans l'opportunisme. Merci beaucoup. Il y avait une autre question. Il y en aura une devant aussi, non.
En ce moment, il y a de plus en plus de failles Zero Days. Comment vous les gérez? Déjà, est-ce que vous pouvez expliquer pour ceux qui éventuellement ne sauraient pas ce que c'est? C'est des, en fait, c'est des failles qui n'ont pas encore été publiées et pour lesquelles les correctifs sont pas parus. En fait, on les gère statistiquement. C'est-à-dire, notre boulot, c'est de mettre à jour le plus rapidement possible la totalité des systèmes. Une attaque type 0D, statistiquement, on ne sait pas la gérer, parce que par définition, il n'y a pas de correctif. Donc nous, notre boulot, c'est de se tenir au courant de ce genre de choses. Si elle est vraiment connue, comme je ne sais pas si vous avez en tête les failles Exchange qu'il y a eu dans les dernières semaines, là, ça c'est des choses pour lesquelles les correctifs ne sont pas parus tout de suite, mais on est beaucoup plus vigilant sur les ports ouverts entrants, sur ces choses-là, en attendant qu'il y ait un correctif. Donc il n'y a pas vraiment de façon de se prémunir de failles 0D. Par contre, on doit être vigilant et renforcer la vigilance dès qu'elles sont connues, bien que le correctif soit pas publié ou pas paru. Ensuite, sur les correctifs, je voulais juste corriger une petite chose, c'est qu'on ne se jette pas sur la totalité des correctifs. C'est-à-dire qu'il faut évaluer le risque et le bénéfice du correctif. Typiquement, on a eu cet automne, été-automne, une quantité de correctifs Microsoft qui génèrent plus de problèmes qu'ils en corrigent. Donc on ne se jette pas dessus non plus. Il faut savoir on ne met pas en place systématiquement tous les correctifs. Mais sur le 0D, moi j'ai pas de solution. À part être vigilant et savoir si c'est sur tel type de matériel ou de logiciel, chez quel client on a ce type de matériel de logiciel et d'être concentré là-dessus. Voilà. Mais j'ai pas d'autre chose. Donc il y avait une question juste au premier rang. Oui, donc bonjour. Moi, je vous propose de terminer par une anecdote un peu croustillante. Voilà, c'était il y a 5-6 ans. Donc, je m'appelle Christian François. J'étais directeur du site Michelin de Mont-Soleil-Mines, avec 1100 personnes, et un service informatique de 5-6 personnes. Et comme vous l'imaginez, chez Michelin, il y a aussi des règles d'hygiène informatique qui sont dispensées et en principe bien connues du personnel. Et pourtant, un jour, on a eu, donc, je crois que c'était dans une matinée, le blocage du réseau de l'usine, et donc le blocage de la production, parce que la gestion de production ne pouvant plus être saisie, les modes dégradés ne permettaient pas de produire pendant une durée substantielle, importante. Puis le service informatique a débloqué le réseau, la situation a été rétablie, et ça s'est reproduit. Mais ça s'est reproduit. Voilà, donc en fait, la journée était très perturbée. Et le lendemain, même chose. Le lendemain, même chose. Et le surlendemain, encore même chose. Voilà. Jusqu'à ce que le service informatique trouve la cause de ces blocages répétitifs et difficiles à débloquer. Et en fait, ne voyez pas de racisme dans l'explication. Ce qui s'est passé, c'est que nous avions à l'époque 50 techniciens et ingénieurs indiens, parce que Michelin était en train de construire une usine en Inde, et donc ils étaient venus sur le site de notre usine pour se former. Voilà. Donc eux-mêmes ont vécu 9 mois, 12 mois, 16 mois, dans la région de Mont-Soleil-Mines et Chalon-sur-Saône, parce que beaucoup logeaient à Chalon à ce moment-là. Et donc il fallait qu'ils s'occupent leur week-end aussi. Et en l'occurrence, on leur avait donné à tous un PC. Un PC. Et en fait, ce qui a été détecté par le service informatique, c'est que lorsque tel PC se connectait sur le réseau, ça générait systématiquement un blocage. Donc ça, c'est ce qui a été détecté le 3e jour. En fait, il s'agissait d'un Indien qui avait utilisé son PC, alors le soir ou le week-end, je ne sais pas trop, pour aller sur différents sites Internet. Voilà. Et donc son PC, je ne suis pas informaticien, mais en tout cas son PC avait été infecté. Et cette infection, en fait, nous générait complètement un blocage de toute l'informatique du site, en fait. Voilà, je voulais citer cet exemple-là comme exemple un peu croustillant, mais impactant. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Écoutez, nous allons conclure avant de passer à l'atelier suivant. Donc, on peut dire que le message global, c'est qu'on n'est jamais tranquille. Donc, qu'un audit et puis une remise en conformité ne suffisent pas. Il faut donc mettre à jour régulièrement les différents outils et donc de façon très régulière parce que les choses évoluent très vite. Merci beaucoup Thierry, merci beaucoup Sylvain.